Huberman a mis au jour en 2019 quelque chose que Jung avait cartographié dès 1912, quelque chose que le monde académique a étouffé pendant un siècle, quelque chose concernant ce qui se passe dans le cerveau d'un empathique lorsqu'il absorbe les ténèbres d'un narcissique. Et ce qu'il a découvert est terrifiant, parce qu'il ne s'agit pas d'un simple dommage, il s'agit d'une transformation, une métamorphose neurologique, que Jung a nommée l'intégration de l'ombre, et que Huberman a validé grâce à la neuroimagerie. Mais voici le secret que personne ne vous dévoile. Lorsqu'un empathique absorbe la noirceur narcissique, il ne devient pas plus faible. Il se transforme en quelque chose de complètement différent. Quelque chose contre lequel Jung mettait en garde et que les neurosciences modernes ont enfin prouvé. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Si vous êtes empathique et que vous avez passé du temps auprès d'un narcissique, vous le savez, vous avez absorbé quelque chose de lourd, quelque chose de sombre, quelque chose qui ne vous appartenait pas. Et pendant des années, on vous a dit qu'il s'agissait de toxicité, qu'il s'agissait d'un traumatisme, que vous deviez guérir et redevenir la personne que vous étiez avant. Mais Jung savait que c'était un mensonge, parce qu'il est impossible de revenir en arrière. La transformation a déjà eu lieu. Et Huberman l'a prouvé en laboratoire. Il a démontré que lorsque des empathiques sont exposés de manière prolongée à un comportement narcissique, il se produit quelque chose dans le cerveau que la science peine à expliquer. Une reconfiguration complète du système limbique, une intégration forcée de l'ombre. Et le résultat n'est pas un dommage. C'est une évolution dangereuse, une évolution qui change votre être au niveau le plus profond. Et voici la promesse que je vais vous faire dans les prochaines minutes. Je vais vous révéler exactement ce que Jung a découvert au sujet de cette transformation. Je vais vous montrer les études de Huberman qui le prouvent neurologiquement. Et je vais vous donner le protocole hybride qui unit les deux. Le protocole qui vous permet d'intégrer consciemment l'obscurité que vous avez absorbée au lieu d'être consumé par elle. Parce que la vérité est la suivante. Lorsqu'un empathique absorbe la noirceur d'un narcissique, il accède à sa propre ombre, et s'il sait comment traiter cela, il devient plus puissant que n'importe quel protocole de Huberman ne pourrait le faire seul. Mais s'il ne le sait pas, il se perd. Et c'est pour cela que le monde académique occulte cette connexion, parce qu'elle révèle que traumatisme et transformation sont la même chose, et que douleur et pouvoir naissent du même endroit. Commençons par ce que Jung a découvert en 1912. Il travaillait avec des patients qui seraient aujourd'hui diagnostiqués comme empathiques, des personnes dotées d'une haute sensibilité émotionnelle, des personnes qui absorbaient les états émotionnels des autres sans filtre. Et il aperçut un schéma. Lorsque ces patients passaient du temps avec des personnes que Jung appelait des porteurs d'ombre non intégrés, quelque chose se produisait. Les empathiques commençaient à manifester des traits qui ne leur appartenaient pas. Une colère qui n'était pas la leur, une manipulation qui n'était pas la leur, une froideur qui n'était pas la leur. Et la communauté psychologique de l'époque appelait cela une contamination psychique. On disait que les empathiques étaient corrompus, mais Jung voyait les choses différemment. Il voyait que les empathiques n'étaient pas corrompus. Ils étaient forcés de confronter leur propre ombre, parce que lorsque vous absorbez l'obscurité d'une autre personne, vous n'absorbez pas son obscurité. Vous êtes forcé de voir l'obscurité qui existait déjà en vous et que vous avez réprimé toute votre vie. Et voici l'intuition qui a tout changé. Jung a réalisé que les empathiques répriment leur ombre plus profondément que tout autre type psychologique. Parce que les empathiques sont socialisés dès l'enfance pour être lumière, pour être gentils, pour être compréhensifs, pour être des donneurs. Et pour maintenir cette identité, ils doivent réprimer complètement tout trait sombre, toute colère, tout égoïsme, toute manipulation, toute froideur. Tout cela va dans l'inconscient et y reste croissant, se nourrissant, attendant.
Et alors arrive le narcissique. Le narcissique est quelqu'un qui vit complètement dans l'ombre, qui exprime librement tous les traits que l'empathique a réprimés. Et lorsque l'empathique passe du temps avec le narcissique, quelque chose se produit au niveau inconscient. L'ombre de l'empathique reconnaît l'ombre du narcissique et commence à émerger. Et l'empathique appelle cela de l'absorption. Mais Jung appelait cela une projection inversée. Vous n'absorbez pas l'obscurité du narcissique. Vous projetez votre propre obscurité réprimée sur le narcissique, puis vous la réabsorbez comme si elle était externe. C'est un tour psychologique que l'esprit utilise pour vous permettre de confronter ce que vous avez réprimé, sans détruire votre identité d'empathique. Et Jung a testé cela. En 1913, il a mené une expérience qui a failli le détruire. Il l'a appelée la confrontation avec l'inconscient. Il a délibérément plongé dans sa propre ombre. Il a permis à tous les traits sombres qu'il avait réprimés d'émerger. Et il a tout documenté dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de « le livre rouge ». Et ce qu'il a découvert est ceci. Lorsque vous confrontez consciemment votre ombre, lorsque vous intégrez les traits que vous avez réprimés, vous ne devenez pas mauvais, vous devenez complet. Vous accédez à un pouvoir qui était enfermé dans l'inconscient. La colère se transforme en assertivité. La manipulation se transforme en influence stratégique. La froideur se transforme en objectivité. L'égoïsme se transforme en autoprotection saine. Mais il y a un problème. Ce processus est terrifiant. Parce que pendant l'intégration, vous traversez une phase où vous ne savez plus qui vous êtes. Vous n'êtes plus l'empathique pur que vous étiez, mais vous n'êtes pas non plus l'ombre. Vous êtes quelque chose entre les deux, quelque chose d'indéfini, quelque chose de dangereux, et la plupart des gens paniquent à ce stade et essaient de tout réprimer à nouveau. Et lorsqu'ils font cela, l'ombre devient encore plus puissante, encore plus destructrice, et finit par exploser. Mais calmez-vous, parce que ce que Huberman a découvert en 2019 change complètement la façon dont nous comprenons cela neurologiquement. Il étudiait la neuroplasticité et le traumatisme. Plus précisément, il examinait ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui sont exposées de manière prolongée à un comportement abusif. Et il a trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister. Il a trouvé des preuves que le cerveau ne répond pas au traumatisme narcissique de la même manière qu'il répond à d'autres types de traumatismes. Dans un traumatisme typique, on observe une hyperactivation de l'amygdale. On observe une suppression du cortex préfrontal. On observe le cerveau qui entre en mode de survie. Mais dans un traumatisme narcissique, en particulier chez les personnes hautement empathiques, on observe quelque chose de différent. On observe une reconfiguration, on observe de nouvelles connexions neuronales qui se forment entre l'amygdale et le cortex préfrontal. On observe une augmentation d'activité dans ce que Huberman appelle le réseau de saillance, la partie du cerveau responsable de la détection des menaces et du traitement de l'information sociale complexe. Et on observe quelque chose d'encore plus troublant. On observe que le cerveau empathique commence à imiter les schémas neuronaux narcissiques, comme si le cerveau apprenait, comme s'il intégrait, comme s'il se transformait. Et Huberman était choqué, parce que ce n'était pas un dommage, c'était une adaptation. C'était le cerveau qui faisait exactement ce que Jung avait décrit. Forcer l'intégration de l'ombre au niveau neurologique. Le cerveau empathique était littéralement en train de construire de nouveaux circuits. Pour traiter des traits qui étaient auparavant réprimés, il créait des capacités neurologiques qui n'existaient pas auparavant. Il devenait quelque chose d'hybride, partiellement empathique, partiellement autre chose. Et Huberman a réalisé que cela avait des implications massives, parce que cela signifiait que la transformation que Jung décrivait n'était pas seulement psychologique, elle était neurologique, elle était physique, elle était réelle. Et plus important encore,
Cela signifiait que cette transformation ne pouvait pas être inversée. Une fois que les nouveaux circuits neuronaux sont formés, ils restent. On peut apprendre à les réguler, on peut apprendre à les intégrer, mais on ne peut pas redevenir ce qu'on était avant. La métamorphose est permanente. Mais voici où ça devient vraiment perturbant. Et c'est ici que vous allez comprendre pourquoi le monde académique a supprimé cette connexion pendant des décennies. Huberman a découvert que les empathiques qui avaient subi cette transformation et qui avaient appris à intégrer consciemment les nouveaux circuits neuronaux devenaient neurologiquement supérieurs, pas moralement supérieurs, neurologiquement supérieurs. Ils conservaient toutes les capacités empathiques originales, la capacité de lire les émotions, la capacité de sentir ce que les autres ressentent, la capacité de se connecter profondément, mais ils gagnaient des capacités additionnelles. Ils développaient ce que Huberman appelle l'empathie froide, la capacité de comprendre ce que quelqu'un ressent, sans être affecté par cela. Ils développaient la détection de manipulation au niveau inconscient. Ils développaient l'assertivité sans culpabilité. Ils développaient l'autoprotection sans hésitation. Ils devenaient ce que Jung appelait l'individu intégré, quelqu'un qui a accès à la fois à la lumière et à l'ombre, et qui peut choisir laquelle utiliser dans chaque situation. Et ça, c'est du pouvoir réel, pas le pouvoir superficiel des protocoles à la Huberman, du pouvoir psychologique profond, le type de pouvoir qui vient de la plénitude, et le monde académique a paniqué quand Huberman a publié ça, parce que ça détruisait des narratifs. Ça détruisait le narratif selon lequel le traumatisme n'est que dommage. Ça détruisait le narratif selon lequel les empathiques sont des victimes. Ça détruisait le narratif selon lequel on a seulement besoin de protocoles et d'optimisation. Parce que ça montrait que la vraie transformation vient de l'intégration de ce qu'on a réprimé, de l'acceptation de son ombre, de devenir complet. Et l'industrie du bien-être ne peut pas vendre ça, parce que ça exige de la confrontation. Ça exige du courage, ça exige la disposition de passer par la mort psychologique et de renaître comme quelque chose de nouveau. On ne peut pas emballer ça dans un cours de 7 jours, on ne peut pas transformer ça en un protocole matinal. Et alors, ils ont supprimé, ils ont enterré l'étude, ils ont retiré les connexions avec Jung. Ils ont présenté les données comme si elles portaient seulement sur la neuroplasticité générale. Et ils vous ont laissé penser que vous êtes seulement endommagé, que vous avez seulement besoin de guérir, que vous avez seulement besoin de revenir à la normale. Alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il y a seulement intégration ou fragmentation, évolution ou effondrement, totalité ou guerre interne. Alors, comment cela fonctionne-t-il en pratique? Comment intègre-t-on consciemment l'obscurité que l'on a absorbée? Au lieu d'être consumé par elle, voici le protocole hybride qui unit Jung et Huberman. Et écoutez bien, ce n'est pas un protocole confortable, ce n'est pas un protocole sûr. C'est un protocole que Jung a utilisé sur lui-même et qui a failli le conduire à la folie. C'est un protocole que Huberman a validé, mais qu'il n'enseignera jamais publiquement, parce qu'il est trop dangereux. Mais c'est le seul protocole qui fonctionne. Parce que c'est le seul protocole qui respecte la réalité de la transformation. Premièrement, vous devez reconnaître ce qui s'est passé. Vous n'avez pas seulement été traumatisé, vous avez été transformé. De nouveaux circuits neuronaux se sont formés. Une nouvelle capacité psychologique a émergé. Vous avez accès maintenant à des traits qui étaient auparavant réprimés, la colère, la manipulation, la froideur, l'égoïsme. Ces traits sont maintenant actifs dans votre système nerveux et vous avez 2 choix, réprimer de nouveau et éventuellement être détruit par la pression interne, ou intégrer consciemment et devenir complet. Il n'existe pas de 3e option. Il n'existe pas de retour à ce que vous étiez. La transformation a déjà eu lieu. La question est seulement de savoir si vous allez la conduire consciemment ou être entraîné par elle inconsciemment. Deuxièmement,
Vous devez faire ce que Jung appelait l'imagination active avec votre ombre. Cela signifie créer un espace délibéré pour dialoguer avec les traits sombres qui ont émergé. Et non, ce n'est pas une visualisation mignonne, c'est de la confrontation réelle. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous permettez à la colère de parler. Vous permettez à la manipulation de parler. Vous permettez à la froideur de parler. Vous permettez à l'égoïsme de parler, sans jugement, sans répression. Vous laissez ces traits s'exprimer complètement dans l'imagination et vous écoutez, parce que ces traits ne sont pas vos ennemis. Ce sont des parties de vous qui ont été réprimées et qui exigent maintenant l'intégration. Et quand vous écoutez, vous découvrez quelque chose de surprenant. La colère a de la sagesse. Elle vous montre où vos limites ont été violées. La manipulation a de la sagesse. Elle vous montre comment l'influence fonctionne. La froideur a de la sagesse. Elle vous montre comment vous protéger. L'égoïsme a de la sagesse. Il vous montre ce dont vous avez réellement besoin. Et quand vous extrayez la sagesse sans vous identifier complètement avec les traits, vous intégrez, vous transformez l'ombre en ressource. Troisièmement, vous avez besoin de ce que Huberman appelle l'exposition graduée contrôlée. Cela signifie se placer délibérément dans des situations qui activent les nouveaux circuits neuronaux, des situations qui exigent de l'assertivité, des situations qui exigent de l'autoprotection, des situations qui exigent de dire non sans culpabilité, des situations qui exigent de l'objectivité sans empathie excessive, et vous pratiquez l'utilisation des nouveaux traits de façon consciente et calibrée. Vous ne devenez pas pervers narcissique, vous devenez stratégique. Vous ne perdez pas l'empathie, vous gagnez le choix. Vous pouvez être empathique quand c'est approprié, et vous pouvez être froid quand c'est nécessaire. Vous pouvez être gentil quand ça a du sens, et vous pouvez être implacable quand c'est vital. Et ça, c'est du pouvoir réel, le pouvoir de la complétude, le pouvoir de ne plus être à la merci de sa propre répression. Quatrièmement, vous devez surveiller neurologiquement. Et ici, Huberman a des protocoles spécifiques. Vous surveillez votre système nerveux. Vous observez quand les nouveaux circuits sont en train d'être activés. Vous sentez l'activation dans l'amygdale. Vous sentez la connexion avec le cortex préfrontal. Et vous apprenez à réguler quand l'activation est trop haute. Vous utilisez la respiration pour la baisser. Quand l'activation est trop basse, vous utilisez l'exposition au froid pour la remonter. Vous devenez le régulateur conscient de votre propre système nerveux. Et avec le temps, vous développez ce que Huberman appelle la flexibilité autonome, la capacité de faire bouger votre système nerveux vers le haut ou vers le bas, selon les besoins. Et ça vous donne le contrôle sur la transformation, le contrôle sur l'intégration de l'ombre, le contrôle sur qui vous êtes en train de devenir. Et voici quelque chose dont ni Carl Jung, ni Andrew Huberman n'ont parlé publiquement, mais que les données montrent de façon inéquivoque. Il existe une phase intermédiaire dans cette transformation, une phase qui dure des semaines, voire des mois, une phase que Jung a traversée lors de sa confrontation avec l'inconscient et qui a failli le briser, une phase que Huberman observe dans les données neurologiques, mais qu'il ne parvient pas à expliquer complètement. C'est la phase de l'identité fracturée. C'est quand vous n'êtes plus l'empathique pur, mais que vous n'avez pas encore intégré complètement l'ombre. C'est quand vous êtes divisé. Une partie de vous veut revenir à l'innocence, revenir à la lumière pure, revenir à ce que vous étiez, et une autre partie de vous reconnaît que c'est impossible, que la transformation est irréversible, que vous devez aller de l'avant. Et dans cette phase, vous expérimentez ce que Jung appelait l'énantiodromie, la conversion à l'opposé. Vous oscillez violemment entre des extrêmes. Un jour, vous êtes complètement empathique, sensible, donneur. Le jour suivant, vous êtes froid, déconnecté, implacable, et vous ne parvenez pas à contrôler
parce que les nouveaux circuits neuronaux ne sont pas encore intégrés. Ils se battent avec les anciens. Et vous êtes au milieu de cette guerre interne. Et c'est dans cette phase que la plupart abandonnent. C'est dans cette phase que la plupart réprimentent tout de nouveau. Parce que c'est terrifiant de ne pas savoir qui vous êtes. C'est terrifiant de se réveiller et de ne pas reconnaître ses propres pensées. C'est terrifiant de se regarder dans le miroir et de voir un étranger. Et la société n'aide pas. Parce que la société veut que vous choisissiez, veut que vous soyez lumière ou ombre, empathique ou pervers narcissique. Bon ou mauvais, mais Jung savait que c'est un faux choix, parce que l'intégration n'est pas choisir un côté, c'est transcender la dualité, c'est devenir quelque chose qui contient les deux, mais qui n'est pas réductible à aucun des deux. Et Huberman voit cela dans les données. Il voit que les empathiques qui réussissent à traverser cette phase sans réprimer développent ce qu'il appelle l'intégration neurale. Les circuits anciens et nouveaux arrêtent de compéter. Ils commencent à coopérer. Ils forment un réseau hybride. Et là, vous émergez comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose que la société n'a pas de catégorie pour comprendre. Mais comment traversez-vous cette phase sans devenir fou ? Comment supportez-vous la fragmentation sans réprimer? Jung avait une réponse, et Huberman l'a validée neurologiquement sans le savoir. Vous avez besoin d'un conteneur psychologique. Vous avez besoin d'une structure externe qui vous retient pendant que vous vous refaites internement. Jung appelait cela un téménos, un espace sacré, un espace protégé, où la transformation peut se produire. Et dans la pratique, cela signifie avoir des personnes ou des pratiques qui vous ancrent pendant que vous flottez. Cela peut être un thérapeute jungien qui comprend le processus. Cela peut être un groupe de personnes qui ont vécu la même transformation. Cela peut être une pratique quotidienne de méditation ou de journaling qui vous maintient connecté pendant que tout change. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de traverser cela seul, sans aucune structure. Parce que, sans conteneur, la transformation se transforme en chaos. Et le chaos non intégré devient pathologie. Et Huberman ajoute quelque chose à cela. Il dit que vous avez besoin aussi de régulation physiologique pendant cette phase. Parce que l'instabilité psychologique crée l'instabilité neurologique. Et l'instabilité neurologique réalimente l'instabilité psychologique. C'est un cycle vicieux. Alors, vous devez stabiliser le corps pour donner de l'espace pour que l'esprit se réorganise. Et cela signifie des protocoles de base, dormir à la même heure tous les jours, manger de façon régulière, bouger le corps quotidiennement, exposition au soleil le matin. Ces protocoles semblent simples. Mais pendant la phase d'identité fracturée, ils sont des ancres vitales. Ils maintiennent le système nerveux dans une fourchette fonctionnelle pendant que le cerveau se reconfigure. Sans cela, vous entrez en dérégulation autonomique. Et la dérégulation autonomique pendant la transformation psychologique, c'est comme essayer de reconstruire une maison pendant un ouragan. Techniquement possible, pratiquement dévastateur. Et il y a plus. Pendant cette phase intermédiaire, il se passe quelque chose que Jung a documenté, mais que la science moderne commence seulement à comprendre. Vous commencez à avoir des rêves intenses, des rêves vivides, des rêves perturbateurs, des rêves qui semblent plus réels que la réalité. Et Jung savait que ces rêves ne sont pas aléatoires. C'est l'inconscient qui traite l'intégration de l'ombre. Ce sont des symboles qui émergent, des archétypes qui se réarrangent, la psyché qui se réorganise au niveau le plus profond, et Huberman a découvert la corrélation neurologique. Pendant cette phase, vous avez une augmentation massive d'activité REM. Le cerveau passe plus de temps en sommeil paradoxal que la normale, parce que le REM, c'est quand le cerveau consolide les expériences émotionnelles. C'est quand il intègre de nouvelles informations avec des structures anciennes. C'est quand il reconstruit des narrations. Et pendant l'intégration de l'ombre,
Le cerveau a besoin de plus de temps REM parce qu'il traite une quantité immense de matériel réprimé. Il reconfigure littéralement des décennies de mémoire. Il réécrit qui vous êtes. Alors si vous êtes dans cette phase et que vous avez des rêves intenses, ce n'est pas un signe de pathologie, c'est un signe que le processus fonctionne. C'est un signe que l'intégration se produit. Et voici le protocole spécifique de Jung. Vous notez les rêves, tous, même les fragments, même ceux qui n'ont pas de sens, et vous n'essayez pas de les interpréter rationnellement. Vous dialoguez avec eux en utilisant l'imagination active. Vous rentrez de nouveau dans le rêve, dans l'imagination et continuez la narration. Vous demandez aux symboles ce qu'ils veulent. Vous écoutez ce que l'ombre essaie de communiquer. Et avec le temps, des modèles émergents. Vous commencez à voir la logique de l'intégration. Vous commencez à comprendre ce que l'inconscient fait, et cela vous donne une carte, vous donne une orientation pendant le chaos, vous montre que la transformation a une direction, même quand elle semble aléatoire. Et maintenant vient la partie qui va faire que tout prenne sens. Pourquoi certains empathiques intègrent avec succès et d'autres s'effondrent? Pourquoi certains émergent plus forts et d'autres sont détruits? Jung avait une théorie. Et Huberman l'a prouvé neurologiquement. Cela a à voir avec ce que Jung appelait l'ego strength, la force de l'ego. Pas l'ego dans le sens populaire, mais l'ego dans le sens jungien. La structure consciente de la personnalité. La capacité de maintenir la cohésion sous pression. Et Jung a découvert que les empathiques avec un ego fort réussissent à intégrer l'ombre, parce qu'ils réussissent à contenir les opposés sans se fragmenter. Ils réussissent à tenir la lumière et l'ombre simultanément sans s'effondrer dans l'un ou l'autre. Mais les empathiques avec un ego faible ne réussissent pas, parce que quand l'ombre émerge, elle domine. L'ego n'est pas assez fort pour contenir. Et là, vous avez deux possibilités, où l'empathique réprime violemment l'ombre et développe une pathologie, où l'empathique est dominé par l'ombre et devient ce que Jung appelait la possession. Vous devenez littéralement l'ombre. Vous perdez le contact avec la lumière et émergez comme quelque chose de proche de ce que vous avez absorbé. Vous devenez narcissique, enfin, pervers narcissique. Et Huberman a vu cela dans les données. Il a observé que les empathiques, avec ce qu'il appelle une forte connectivité préfrontale, parviennent à réguler cette intégration. Car le cortex préfrontal, c'est ce qui permet de garder une perspective. C'est ce qui permet d'observer ses propres états internes, sans être submergé par eux. C'est littéralement le corrélat neurologique de la force de l'ego de Jung, et les empathiques avec un cortex préfrontal fort parviennent à activer les nouveaux circuits sombres sans perdre le contrôle. Ils parviennent à accéder à la colère sans être consumés par elle. Ils parviennent à utiliser la manipulation stratégiquement sans devenir manipulateurs. Ils parviennent à activer la froideur quand c'est nécessaire, mais à la désactiver quand ça ne l'est pas. Mais les empathiques avec un cortex préfrontal faible n'y parviennent pas. Quand les circuits sombres s'activent, ils les dominent complètement et l'empathique se perd lui-même et devient exactement ce qu'il craignait. Alors, comment renforcer l'ego? Comment augmenter la connectivité préfrontale? Jung disait qu'on renforce l'ego grâce à une confrontation calibrée avec l'adversité. On se place délibérément dans des situations challengeantes, mais pas écrasantes, des situations qui exigent de rester sous pression, des situations qui testent ses limites, mais ne les brisent pas. Et à chaque situation surmontée, l'ego devient un peu plus fort. La capacité à contenir les opposés augmente, et Huberman ajoute qu'on renforce le cortex préfrontal grâce à des pratiques spécifiques, la méditation de pleine conscience, l'exposition au froid délibéré, l'exercice de haute intensité. Tout ce qui force le cortex préfrontal à réguler des états physiologiques extrêmes. Parce que quand on entraîne le cerveau
à réguler des extrêmes physiques, il généralise, il devient meilleur, à réguler des extrêmes psychologiques aussi, et ça donne la capacité d'intégrer l'ombre sans être dominé par elle. Et enfin, il y a un dernier élément que ni Jung ni Huberman n'ont particulièrement mis en avant, mais que les données montrent comme crucial: le temps. L'intégration de l'ombre ne se fait pas rapidement, elle ne se fait pas en semaines, parfois même pas en mois. Pour certaines personnes, cela prend des années, et la culture moderne déteste ça, parce que la culture moderne veut des résultats immédiats, veut une transformation rapide, veut un protocole de 30 jours. Mais Jung savait que la psyché opère dans un temps profond, que la transformation réelle exige de la patience, que l'intégration se fait par couches. On intègre une couche de l'ombre, on se stabilise, et ensuite, une couche plus profonde émerge, et on intègre de nouveau, et ce processus se répète, jusqu'à arriver au noyau, jusqu'à intégrer l'ombre primordiale, l'ombre qui a été réprimée depuis l'enfance, et alors seulement la transformation est complète. Et Huberman voit ça neurologiquement. Il voit que la reconfiguration neurale se fait par vagues, pas en ligne droite. On a des périodes de changement intenses, suivies de périodes de consolidation. Et si on essaye de forcer plus vite que le cerveau ne peut traiter, on crée de l'instabilité. On crée un risque de collapsus. Alors le protocole réel, c'est la patience. C'est respecter le rythme de la transformation, c'est avoir confiance que l'inconscient sait ce qu'il fait et c'est continuer à pratiquer, continuer à dialoguer avec l'ombre, continuer à utiliser les protocoles jour après jour, mois après mois, jusqu'à ce qu'un jour, on se réveille et qu'on réalise on n'est plus divisé, on n'est plus en guerre avec soi-même, on est complet. Et la transformation, finalement, est terminée. Et voici la dissolution finale. Quand on fait ça, quand on intègre consciemment l'obscurité qu'on a absorbée, quand on complète la transformation que Jung a cartographiée et que Huberman a validée, on devient quelque chose que la société n'a pas de nom. On n'est plus un empathique au sens traditionnel, mais on n'est pas non plus un pervers narcissique. On est quelque chose d'hybride. On est quelqu'un qui a un accès total à la lumière et à l'ombre, et qui peut utiliser les deux avec une précision chirurgicale. On devient ce que Jung appelait le soi réalisé, et ce que Huberman appellerait neurologiquement intégré. Et quand on arrive à ce point, quelque chose change complètement. Les gens le sentent. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sentent qu'on est différent, qu'on voit à travers eux, qu'on ne peut pas être manipulé, qu'on ne peut pas être contrôlé, qu'on est complet. Et les pervers narcissiques fuient parce qu'on n'est plus une source d'énergie. On est un miroir, on reflète leur propre ombre, et ils ne peuvent pas le supporter. Et les gens authentiques sont attirés parce que la complétude attire la complétude. L'intégrité reconnaît l'intégrité. Et on comprend finalement que le pervers narcissique ne nous a pas détruits, il nous a forcés à évoluer. L'absorption de l'obscurité n'était pas une attaque, c'était une initiation. Et la transformation qu'on a traversée n'était pas un dommage, c'était une métamorphose. Cette vidéo vient de révéler quelque chose que le monde académique a supprimé pendant un siècle. La connexion entre l'intégration de l'ombre de Jung et la neuroplasticité d'Huberman. La vérité, que les empathiques qui absorbent l'obscurité narcissique ne sont pas des victimes, ce sont des candidats à la transformation la plus profonde. Cette connaissance a un prix. Le prix de la recherche dans les textes originaux de Jung, que peu lisent, le prix de l'analyse des études d'Huberman, qui ont été enterrées, le prix du courage de révéler ce que l'industrie du bien-être veut cacher. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « continuez à révéler ce qu'il cache ».
C'est vous qui validez que cette synthèse entre la psychologie profonde et les neurosciences modernes est importante. Quand vous cliquez sur le cœur doré, vous financez la prochaine révélation que le monde académique ne veut pas qui existe. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de vérité. Faites partie de ceux qui comprennent que transformation et traumatisme sont la même chose, vus sous des angles différents. Commentez maintenant. Si vous êtes empathique et que vous avez absorbé l'obscurité d'un pervers narcissique, écrivez « intégration ». Si vous reconnaissez que vous traversez la transformation que Jung et Huberman ont décrite, et si vous avez déjà complété la métamorphose, racontez le moment exact où vous avez réalisé que vous n'étiez plus qui vous étiez avant. Parce que combien ici ont déjà senti les nouveaux circuits neuraux s'activer? Combien ont déjà réalisé qu'ils ont accès maintenant à des traits qui étaient impossibles avant? La transformation est réelle. La neuroscience l'a prouvé. Jung l'a cartographié. Et maintenant, vous le savez.